Bonjour, donc je suis Anne Vandevielle, je suis chargée d'études à l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Avec mon collègue Benjamin Moreau, nous allons vous présenter donc 2 travaux que l'agence vient de réaliser. Donc la première étude s'intitule Ségrégation socio-spatiale et migration résidentielle dans le territoire du SCOT de Lille Métropole. Pourquoi cette étude ? Dans le cadre de sa mission d'observation de la métropole lilloise, l'agence interroge régulièrement les conditions du vivre ensemble dans la métropole lilloise, que ce soit sur le thème des disparitions socio-spatiales, comme l'étude que nous avions réalisée en 2015 sur les mobilités résidentielles et la paupérisation, que ce soit sur la question de la pauvreté ou que ce soit sur la question des quartiers de la politique de la ville. Par ce type de travaux, l'agence vise plusieurs objectifs. Tout d'abord, observer les évolutions sociales au sein du territoire de la métropole lilloise, observer la manière dont elle s'exprime sur le territoire à l'échelle des communes et à l'échelle infracommunale des quartiers, et également analyser les mécanismes en œuvre derrière ces évolutions. Donc c'est dans ce cadre que nous avons réalisé cette étude. Cette étude a 2 objectifs principaux. Tout d'abord, mettre à jour la géographie des concentrations des difficultés sociales à l'échelle du SCOT de Lille Métropole. Et deuxièmement, voir dans quelle mesure les mobilités résidentielles contribuent ou non au renforcement de ces concentrations. Nous avons appliqué une méthode d'analyse qui a été élaborée en collaboration avec un chercheur, Johan Millot, qui est docteur en urbanisme et en aménagement du territoire à l'École d'urbanisme de Paris et à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Johan Millot, en effet, également spécialiste des mobilités résidentielles. Il a réalisé sa thèse sur cette question sur le territoire de Roubaix. Il connaît bien également notre métropole lilloise puisqu'il fait partie des chercheurs qui réalisaient la recherche-action sur le territoire de Roubaix. Voilà, donc cette méthode a été élaborée pour une analyse de données à partir du fichier détail migration résidentielle du recensement 2015 de l'INSEE. Et je vais laisser la parole à mon collègue Benjamin qui va vous présenter tout d'abord cette photo de la géographie des concentrations socio-spatiales et nous regarderons dans un deuxième temps comment les mobilités résidentielles viennent l'impacter. Merci Anne. Du coup, comment en est-on arrivé à ce constat d'une division sociale marquée du SCOT de Lille Métropole? Donc, on est passé par une caractérisation socio-résidentielle des quartiers et communes du SCOT qui s'est fondée sur une analyse en composantes principales qui a croisé 3 dimensions qui permettent de qualifier les différents quartiers de la métropole. Donc la première dimension, c'est le peuplement de ces quartiers, donc avec 7 catégories de population, que sont les catégories immigrés, précaires dans l'emploi, chômeurs, cadres, professions intermédiaires, employés et ouvriers. Ensuite, la dimension, elle est prise en compte dans cette analyse, c'est le statut d'occupation du logement, donc en propriété, en locatif privé ou en locatif HLM. Et enfin, la troisième dimension, c'est le type d'habitat, donc en maison ou en appartement, et qui diffère en fonction de la période de construction, donc avant 1946, entre 1946 et 1990, et après 1990. Cette caractérisation des quartiers du SCOT a permis d'établir une typologie de 11 quartiers, que l'on a regroupés en 5 catégories différentes, qui traduisent leurs différences socio-résidentielles. Donc vous l'avez vu, hein, le nombre d'indicateurs et la complexité de l'analyse font qu'il serait un peu long de tout détailler. Je vais donc faire une présentation synthétique afin de donner les clés de compréhension de notre analyse. Vous pouvez retrouver néanmoins le détail de toute cette analyse sur le poster dont certains et certaines d'entre vous ont déjà pu se munir et qui est disponible sur le site de l'agence. Donc tout d'abord, la première catégorie de quartiers sont les communes et quartiers périurbains. Donc on peut distinguer 2 classes de communes, les espaces accueillant une population très aisée et les espaces accueillant une population plutôt aisée. Pour ces 2 classes de communes et de quartiers, on peut remarquer qu'ils sont composés de maisons en propriété occupante et de populations relativement épargnées par la précarité. Les proportions de ménages de classe moyenne et supérieure y sont plus élevées que sur l'ensemble du territoire du SCOT. Intéressons-nous maintenant aux communes et quartiers centraux qui constituent la deuxième catégorie de quartiers, avec encore une fois 2 catégories, les communes et quartiers de cœur d'agglomération et de centre-bourg, ainsi que les communes de centre métropolitain.
Donc, ils sont situés dans le centre métropolitain ou dans les pôles principaux de la métropole. On y remarque une présence de ménages de classe moyenne et supérieure, plus souvent en contrat précaire en raison d'une proportion élevée d'étudiants et de jeunes professionnels qui sont le plus souvent moins en CDI que des populations plus âgées. Passons maintenant aux communes et aux quartiers au tissu urbain différencié. Donc, encore une fois, deux catégories de quartiers, les quartiers de logement locatif social ou en propriété au profil social mixte, et les quartiers au statut d'occupation divers marqués par une surreprésentation des ménages modestes. Donc, ils se caractérisent, ces deux types de quartiers, par une mixité tant sociale que du parc de logement. Donc, on y remarque la présence de l'ensemble des classes sociales et d'au moins 30% de logements HLM dans le parc de logement. On note également une importante présence d'appartements comparée aux maisons. Passons maintenant aux quartiers anciens, donc, qui sont en trois catégories cette fois-ci. Les quartiers anciens de maisons occupantes, de maisons anciennes en propriété occupante, d'appartements locatifs privés et sociaux, et d'habitat mixte marqué par le locatif privé. Donc, ces quartiers anciens se définissent par un parc d'habitat ancien et majoritairement occupé par les ménages modestes. On peut noter que le parc locatif y occupe une place assez importante. Enfin, les quartiers de logements sociaux qui peuvent être également divisés en deux sous-catégories. D'abord, les quartiers occupés par des ménages de classe populaire et précaires et immigrés, ainsi que la deuxième catégorie qui sont les quartiers occupés par des ménages de classe populaire qui ont la particularité d'être plus précarisés et plus immigrés que dans la première catégorie. Donc ces quartiers se caractérisent par un parc de logements collectifs en locatif social dominant, avec des ménages modestes, précaires et immigrés, et dans lesquels on retrouve notamment les grands ensembles de la métropole. J'avais oublié celui-là. Donc cette typologie de quartier a permis de représenter les différents territoires de la métropole selon leurs caractéristiques socio-résidentielles. Donc on peut voir sur cette carte l'importante ségrégation du territoire métropolitain qui est relativement visuelle, dont on peut retenir trois caractéristiques saillantes. Un centre métropolitain majoritairement vert et bleu clair qui traduit une surreprésentation cadres, des professions intermédiaires et des populations jeunes et avec une certaine forme de précarité. Autour, on remarque des espaces périurbains aisés en bleu et bleu foncé, donc qui correspond au nord de la métropole, au territoire des WEP et à la communauté de communes de Pével-Carambeau, qui sont marqués par la présence de cadres, le plus souvent propriétaires de leur logement. Et enfin, des quartiers anciens et d'habitat social, comme sur le versant dans certains quartiers d'Armentières et de Lille, qui concentrent les populations les plus modestes, même si on a vu qu'il y avait une hétérogénéité au sein de ces quartiers, dans le parc social, en propriété occupante, et également dans le parc privé, qui peut être un parc privé social de fait. Cependant, une fois ce constat posé, cette photographie du territoire prise, comment interpréter cet état des lieux de la métropole lilloise ? Quelles sont les particularités de notre territoire par rapport aux autres métropoles ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Anne. Alors, en effet, une partie d'étude est consacrée à la comparaison de la métropole lilloise avec les autres métropoles françaises en termes de ségrégation socio-spatiale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ségrégation socio-spatiale ? C'est la séparation physique des lieux de résidence de groupes sociaux dans l'espace urbain. Ce terme a d'abord désigné historiquement une volonté de séparer spatialement certains groupes sociaux de la population. Aujourd'hui, elle désigne plus largement des mouvements subis de relégation qui peuvent être le résultat d'inégalités de ressources ou bien également des choix individuels, voire des mouvements d'agrégation affinitaire de groupes sociaux. Comment a-t-on calculé cette ségrégation socio-spatiale ? On a utilisé l'indice de Duncan qui permet de mesurer en fait à l'échelle des iris de 2000 habitants quelle est la ressemblance ou la dissemblance des profils sociaux des habitants entre ces iris. Donc plus l'indice est élevé,
plus on va constater la concentration d'un profil social au sein de certains iris. Plus l'indice est faible, plus la population est hétérogène et plus les différentes catégories sociales se répartissent un peu dans tous les iris d'une métropole. Donc on a calculé cet indice pour la métropole européenne de Lille et pour les 21 autres métropoles institutionnelles de France métropolitaine. Et on l'a fait successivement pour 7 groupes sociaux: les immigrés, les chômeurs, les personnes précaires dans l'emploi, les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires et les cadres. Alors résultat, la MEL se place constamment dans le groupe des 3 agglomérations les plus ségrégées de France, quel que soit le groupe social. Et elle est même la plus ségrégée pour 2 catégories que sont les personnes immigrées et les personnes précaires dans l'emploi. La carte que vous voyez ici, en fait, cumule les rangs de classement pour chacun des indices pour les 7 groupes sociaux. Et donc, on voit que la métropole européenne de Lille est celle qui arrive en tête, juste devant donc l'agglomération de Marseille et celle de Rouen. Donc après avoir remis la ségrégation du territoire métropolitain en perspective grâce aux autres métropoles françaises, nous avons voulu plus finement étudier l'impact et les impacts des migrations résidentielles sur la démographie des différents territoires du SCOT et sur sa ségrégation. Donc pour cela, nous avons d'abord brossé un tableau global des migrations vers le SCOT, au sein du SCOT et depuis le SCOT de Lille Métropole. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une importante proportion de migrations internes qui représente 52 400 personnes sur l'année 2015. Également, on peut remarquer un déficit migratoire d'environ 3 000 ménages sur cette année-là. Cependant, ce déficit migratoire, il est largement compensé par un solde naturel positif sur le territoire du SCOT, qui a résulté en un accroissement démographique d'en moyenne 5 500 personnes par an entre 2010 et 2015. Donc ce déficit migratoire n'est pas forcément synonyme de décroissance démographique. Donc intéressons-nous maintenant aux effets des migrations internes sur les différents territoires du SCOT. Donc pour mettre en évidence ces dynamiques, le SCOT a été divisé en 9 territoires, donc les 8 territoires usuels de la MEL et la communauté de communes de Pével-Carambeau. Donc l'étude des migrations internes a mis en évidence des territoires globalement excédentaires de ces migrations, donc la communauté de communes de Pével-Carambeau, le territoire de la Lys au nord, les territoires des Wep à l'ouest et la couronne sud de l'île. Tandis que d'autres territoires sont déficitaires, notamment le territoire lillois qui a la particularité d'être le seul qui est déficitaire avec tous les autres territoires du SCOT, ce qui représente environ 3 000 personnes, une perte de 3 000 personnes sur l'année 2015. Le territoire roubaisien, le territoire est et la couronne nord de l'île sont également déficitaires. En ce qui concerne l'immigration externe, donc, qui représente les entrants et les sortants sur le territoire du SCOT, on va diviser ces deux types de populations donc en se focalisant premièrement sur les entrants qui sont majoritairement jeunes et originaires de la région. Parce que 50% sont originaires de la région et 23, dont 23 du département du Nord. Pour ça, on peut repérer que les EPCI avec lesquels les échanges sont les plus forts sont les EPCI qui sont frontaliers du SCOT, quand les EPCI éloignés et ruraux montrent un plus faible nombre d'entrants sur le SCOT. Donc en termes de caractéristiques sociodémographiques, on peut remarquer qu'un entrant sur 2 a moins de 25 ans, qu'ils sont une majorité d'étudiants et de ménages de catégorie moyenne et supérieure, qu'ils s'installent essentiellement dans le parc locatif privé et qu'on peut observer une sous-représentation des classes populaires.
Ces constats soulignent le dynamisme du caractère étudiant de la métropole, dont on va voir que ce constat est corroboré par les sortants du métropole. Encore une fois, les sortants s'orientent majoritairement vers les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les EPCI les plus proches et ceux bénéficiant d'une ville d'envergure comme Dunkerque et Saint-Omer, par exemple, sont privilégiés par les sortants du SCOT. Mais également, les sortants s'orientent vers les départements ayant une métropole à fort rayonnement, comme les Bouches-du-Rhône, le Rhône, l'Hérault et la Gironde notamment. En termes de profil sociodémographique des sortants, on peut voir que ça appuie ce constat de métropole étudiante, donc avec une surreprésentation des jeunes actifs, une surreprésentation des cadres et des professions intermédiaires, des personnes seules et des couples sans enfants, ainsi que des personnes sans activité professionnelle qui sont largement surreprésentées. En réalité, ces constats sont la même face d'une même pièce, parce que à l'échelle nationale, il est remarqué que les migrations de longue distance sont souvent le fait de jeunes actifs issus de classes supérieures, dont le plan de carrière les amène à être plus mobiles pour évoluer. Et également du constat typique des villes étudiantes qu'une partie des jeunes formés partent vers d'autres territoires lors de la recherche du premier emploi. Nous avons également souhaité faire un focus sur une catégorie de ménages sortants, qui sont les ménages sortants du SCOT qui quittent le SCOT pour accéder à la propriété dans les EPCI limitrophes du SCOT ou à proximité. C'est une catégorie relativement importante, car il constitue 35% des ménages sortant du SCOT vers le territoire des Hauts-de-France. On remarque que les ménages ouvriers et employés sont fortement surreprésentés parmi cette population, quand les cadres sont largement sous-représentés. Cela laisse supposer que pour une partie des ménages modestes, l'accès à la propriété passe par une migration hors du territoire du SCOT, afin d'accéder à des biens correspondant à leurs aspirations et leurs ressources. Donc on peut voir que pour cette catégorie de population aussi, il y a une spécialisation des territoires, parce que les catégories populaires ont tendance à plus s'orienter vers le sud et l'ouest de la métropole, vers les communautés de communes du bassin minier et de Flandre intérieure, quand les professions intermédiaires s'orientent plus vers le Douaisis et la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Donc ensuite, nous avons regardé comment ces migrations résidentielles viennent modifier la ségrégation socio-spatiale déjà présente sur le territoire. Donc nous avons utilisé les données disponibles du recensement de la population, qui sont des données à l'échelle de la commune. On ne connaît pas les migrations à l'échelle infracommunale, on les connaît selon la commune d'origine et commune d'arrivée. Donc il a été nécessaire de bâtir une typologie du territoire à l'échelle communale afin de pouvoir observer les stratégies de localisation des ménages en regardant la typologie de la commune de départ et en la croisant avec le statut d'occupation et avec la catégorie sociale des personnes. Donc nous allons voir sur la carte comment se répartissent ces catégories de communes. Il y a 7 classes de communes. Pour simplifier, elles sont regroupées en 5 catégories. Vous voyez en vert et en bleu les catégories de communes qui ont le statut socio-résidentiel le plus élevé. Il y a une catégorie avec un statut socio-résidentiel intermédiaire en gris, et vous voyez effectivement en orange et en rouge les catégories socio-résidentielles les plus basses. Donc ça reprend largement ce qu'on voyait déjà tout à l'heure à l'échelle des iris. Donc effectivement, des catégories socio-résidentielles, les communes les plus aisées, principalement en périurbain, une couronne résidentielle ancienne aisée plus proche de l'île, en bleu moyen,
en bleu clair le centre métropolitain qu'on a dû classer voilà, en tant que commune, mais qui est effectivement très diverse au sein de ces quartiers. Voilà, les communes socio-résidentielles intermédiaires, que sont par exemple Villeneuve-d'Ascq ou Los ou Aubourdin. Les communes au statut socio-résidentiel bas, qui sont Armentières, Houplines, Tourcoing, Wattrelos et La Bassée. Et Roubaix constitue à elle seule une catégorie de communes, étant la commune de loin la plus précarisée. Donc nous avons regardé ensuite donc, par statut d'occupation et par profil social comment les ménages se déplacent entre ces différentes communes. Donc on va commencer par les propriétaires et parmi les propriétaires, par les cadres. La mobilité des cadres étant celle qui renforce le plus la ségrégation socio-spatiale, puisque d'une part, les cadres sont surreprésentés dans ces mobilités de propriétaires, et ensuite, la moitié d'entre eux accèdent à la propriété dans une commune au statut socio-résidentiel très élevé et vient renforcer ainsi le profil social de ces communes. Alors qu'inversement, moins de 10% des cadres accèdent à la propriété dans une commune au statut résidentiel bas ou très bas. Toujours sur les propriétaires, si on regarde les autres catégories sociales, qu'elles soient intermédiaires ou modestes, on voit que les choix sont un peu plus diverses. Pour les professions intermédiaires, à la fois, elles sont toujours majoritairement dirigées vers des communes où elles sont déjà fortement présentes, avec des statuts socio-résidentiels élevés ou très élevés, mais on voit qu'il y a quand même un renforcement de la présence de ces catégories intermédiaires dans des communes au statut socio-résidentiel bas. Pour les ménages modestes, les choix sont assez divers, même s'il faut noter que ce sont des ménages qui accèdent moins souvent à la propriété. Une partie d'entre eux se dirigent, comme on vous le disait tout à l'heure, dans des territoires à l'extérieur du SCOT limitrophe. Et parmi les ménages qui restent dans le SCOT de Lille, une partie de ces ménages modestes vont rester effectivement dans les communes au statut socio-résidentiel bas, et une partie qui était présente dans des communes avec des statuts plus élevés vont quitter plutôt ces communes vers des communes périphériques. Concernant les locataires du parc privé, on constate, alors c'est des migrations qui sont assez nombreuses, mais on constate que globalement, elles vont renforcer la part des ouvriers dans les communes au statut résidentiel bas ou très bas. Même si voilà, il y a d'autres types d'attractivités pour les professions intermédiaires qui, elles, vont partir vers les statuts les plus élevés. Et globalement, pour les cadres et les professions intermédiaires, ces mobilités vont avoir peu d'influence sur l'évolution de la ségrégation socio-spatiale. Concernant la mobilité à l'intérieur du SCOT des locataires du parc social, ce sont les flux qui jouent le plus en faveur de la mixité sociale au sein de la métropole lilloise, puisqu'en fait on constate que les ménages modestes qui déménagent au sein du parc social ont plutôt tendance à quitter des communes au statut socio-résidentiel bas ou très bas pour des communes avec un statut plus élevé. Alors, ce sont des échanges qui ne se font pas avec toutes les communes de la métropole sur tout le territoire, puisque le parc n'est pas présent de la même manière sur toutes ces communes. Et ça reste des échanges qui ont un poids plus faible que les autres échanges que je viens de vous décrire, puisque cette mobilité représente 16% des migrations internes au SCOT de Lille Métropole. Donc en conclusion, que retenir de cette première étude? Alors, on a essayé de vous la résumer, hein. N'hésitez pas à la lire parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de détails, mais les points importants, c'est que la question de la ségrégation socio-spatiale est prégnante dans la métropole lilloise. Toutes les catégories sociales étudiées sont concernées par ce phénomène, plus particulièrement donc, les personnes immigrées et les personnes en contrat précaire. Ensuite, notre métropole en fait, subit un solde migratoire déficitaire, la moitié des échanges se faisant avec le Nord et le Pas-de-Calais. Et dans ces échanges, on constate une surreprésentation des jeunes, des personnes seules et des couples sans enfants. Ensuite, les migrations internes ne profitent pas de la même manière à tous les territoires. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les mobilités résidentielles visant à accéder à la propriété sont celles qui jouent le rôle majeur dans le renforcement de la ségrégation socio-spatiale sur le territoire, et que les autres migrations liées à un autre statut ne permettent pas de renverser cette tendance.
Alors cette étude est disponible, je pense que vous l'avez eue à l'accueil pour les personnes qui sont présentes ici. Pour les personnes en visio, vous l'avez peut-être reçue ou sinon elle est disponible sur le site de l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole.